bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je sais que vous appréciez particulièrement, moi aussi je dois l'admettre, puisqu'aujourd'hui nous allons parler des sorties littéraires. C'est le genre de vidéo que je fais normalement 2 fois dans l'année, à savoir pour la rentrée littéraire de septembre et pour la rentrée littéraire du coup de janvier bien sûr. Mais avant tout, je tenais à vous souhaiter un très joyeux Noël. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël si vous le fêtez bien évidemment. J'espère que vous avez été gâtés, que vous avez eu des livres par milliers, que vous avez passé un très bon moment, que ce soit en amis, en famille ou que éventuellement vous ayez bien mangé aussi. Je l'espère en tout cas pour vous. Dans tous les cas, j'espère que votre Noël a été très joyeux. Encore une fois, si vous le fêtez bien sûr. J'ai fait une petite aparté aussi parce que vous le savez peut-être ou pas, j'ai organisé un calendrier de l'Avent sur mon compte Instagram. Donc il y avait en fait des cadeaux à gagner pendant 25 jours. Le 25 décembre étant hier et ça s'est terminé bien évidemment sur Instagram. Mais les concours ne sont pas terminés et non les amis. Aujourd'hui, on est le mardi 26 décembre et un nouveau concours vient de popper comme ça là d'un coup, boum, un nouveau concours avec 3 livres à gagner. C'est en partenariat avec Editis directement et en fait on vous fait gagner 3 livres, c'est un lot royal on va dire. Vous avez du coup toutes les conditions dans la barre d'infos, c'est un formulaire en fait à remplir, donc n'hésitez pas à participer si jamais ça vous intéresse. Il y a 3 livres qui sont sortis cette année et qui sont plutôt ma foi assez sympathiques, donc je vous laisse aller voir dans la barre d'infos si vous souhaitez participer et vous pouvez participer jusqu'au 7 janvier si je dis pas de bêtises, 6 ou 7 janvier. Mais encore une fois, toutes les infos seront dans la barre d'infos. Ça rime. On va du coup passer aux sorties littéraires parce qu'il y en a pas mal. J'ai 30 livres à vous présenter. Comme toujours, comment se présente ce genre de vidéo? Eh bien je fais janvier, février, mars. Ce sont des sorties qui moi m'intéressent personnellement et qui rejoindront du coup ma wishlist forcément. Donc il peut y avoir des one-shots, des débuts de saga ou des suites de livres que j'ai déjà lus. Avant j'incluais les livres que j'avais dans ma pile à lire, des débuts de saga que j'avais dans ma pile à lire avec les suites de saga qui pouvaient sortir, mais maintenant je le fais plus. Donc il y aura des livres qui vont peut-être vous surprendre que je ne mettrai pas dans ma vidéo parce que je n'ai pas encore lu le tome 1. Donc j'attends de me faire un avis sur le premier tome avant d'être un peu faux folle et d'acheter la suite. Voilà, c'est une nouvelle résolution que j'ai prise pour 2024. Autre chose aussi, normalement les dates sont plus ou moins sûres, mais vous savez que on n'est jamais à l'abri d'une petite modification, que ce soit parce qu'il y a une erreur d'impression, un retard dans l'impression ou que sais-je. Donc les dates que je vous donne sont celles qui actuellement sont affichées et ont été annoncées par les réseaux sociaux, mais encore une fois à prendre avec des pincettes, surtout quand on va arriver vers le mois de mars, on n'est jamais à l'abri que ça soit décalé d'1 ou 2 jours. Nous allons commencer du coup avec le mois de janvier 2024 et pas mal de sorties. J'ai noté 10 livres, j'ai essayé d'être assez raisonnable aussi, donc j'ai noté 10 livres pour ce mois de janvier, ce qui est plutôt pas mal, mais ce n'est pas le mois que j'attends avec le plus d'impatience, j'y reviendrai très prochainement. Et nous allons commencer directement avec Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble qui sort le 3 janvier aux éditions Hugo Roman. C'est, vous savez, sa nouvelle saga qui s'appelle Season en fait, et on va suivre une romance dans chaque saison de l'année, ça porte très bien son nom. Le premier c'était Un automne pour te pardonner, d'ailleurs je vous remets mon avis lecture sur ce livre là juste ici, n'hésitez pas à aller le voir si vous n'avez pas vu cette update lecture. Et là grosso modo nous allons suivre un autre couple, notamment Lily qu'on voit à tout petit peu dans le premier tome, donc Un automne pour te pardonner. Lily en fait c'est une star montante du patinage artistique et elle veut une seule chose et elle n'a qu'un seul objectif, c'est de remporter une médaille d'or au championnat mondial, et pour ça va lui être attribué un nouveau partenaire qui s'appelle Orion. Orion qui est vraiment quelqu'un de très connu dans le milieu et du coup elle est vraiment aux anges parce que c'est un modèle en fait, sauf que dès leur première rencontre ça va pas du tout le faire, elle va tout de suite le mépriser et le trouver vraiment pas très sympathique. Et de son côté en fait Orion lui il en a trop marre du patinage artistique, vraiment il veut vraiment arrêter ça en fait. Donc du coup les univers des deux vont se rencontrer et ça va faire un petit peu des étincelles. Toujours le 3 janvier aux éditions Brajlon va sortir Dark Shores de Danielle L. Johnson, autrice que l'on connaît pour son livre qui est sorti l'année dernière, enfin en 2023, qui est Le pont des tempêtes. C'est une autrice que Brajlon aime beaucoup et met beaucoup en avant
avant, surtout en 2024 maintenant. Et du coup il s'agit d'une nouvelle saga de fantasy maritime qu'elle a écrit. Il me semble que c'est une duologie, donc à voir si c'est pas une trilogie, mais de ce que j'ai vu en tout cas il y a 2 tomes en tout cas. Et nous allons être dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables visiblement, où seuls les marins sont accrédités en fait pour parcourir les mers, et ils n'ont qu'une seule règle, c'est que l'Est ne touche pas l'Ouest. Alors d'un point de vue scientifique, je ne sais pas comment cela pourrait être possible, mais avec la magie, voilà. Donc c'est vrai que cette première phrase me paraît un peu étrange et titille ma curiosité honnêtement, mais bon, pourquoi pas. Et bien évidemment notre héroïne qui s'appelle Theriana, qui est une marin, va enfreindre cette règle pour sauver sa meilleure amie d'un mariage fort douteux, et elle va devoir faire face à ces décisions visiblement catastrophique, hein, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté nous avons un autre héros qui va être, je suppose, le protagoniste principal de la romance aussi, qui s'appelle Marcus et qui est un célèbre commandant, visiblement plus vers l'est, donc peut-être que notre héroïne Theriana elle est plus vers l'ouest, je ne sais pas trop. Et visiblement Theriana et Marcus vont être obligés de faire équipe pour aller découvrir une nouvelle terre qui s'appelle les sombres rivages, donc ça en dit quand même pas mal. Mais c'est tout ce que je sais. Je trouve que honnêtement, de vous à moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le résumé est très mal foutu. C'est à dire que je ne comprends rien du tout déjà à l'univers. Je trouve que c'est pas du tout bien expliqué. Pour autant, vu que c'est du Daniel L. Johnson, moi je fonce en fait. Je ne me pose pas la question. J'ai tellement aimé Le Pont des Tempêtes que je me dis de toute manière, elle expliquera beaucoup mieux, et je pense que le résumé a été complètement foiré. Mais bon, c'est mon avis, dans tous les cas, ça me titille beaucoup, ça me fait très envie, et c'est sûr et certain qu'il rejoindra ma wishlist. Le troisième livre que j'aimerais vous présenter, ça s'appelle Un destin de rage et de flamme de K.A. Tucker, qui va aussi sortir le 3 janvier aux éditions E.H. Romantasy, parce qu'ils ont sorti une collection Romantasy, n'est-ce pas? Et lui m'attire énormément de par son résumé, parce que j'ai vraiment l'impression en fait que c'est assez inspiré des mangas et des webtoons qu'on peut retrouver, puisque on va suivre en fait une jeune femme qui s'appelle Romeria, qui est une voleuse à New York, et qui va un jour devoir dérober un objet visiblement magique, sauf que quand elle va le toucher en fait elle va être propulsée dans un monde parallèle et elle va être réincarnée dans un personnage, et c'est un personnage qui n'a pas le bon rôle, qui est visiblement la méchante parce que elle a été accusée d'avoir tué les parents de Xander, qui est le futur roi en fait de ce pays. Donc du coup c'est une traître, hein, une traîtresse j'ai envie de dire, donc c'est un petit peu compliqué. Pour autant il va se jouer une romance entre les deux, et je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner, parce que j'adore ce genre d'histoire dans les webtoons, donc du coup je me dis que version papier ça peut être vraiment très chouette à découvrir. Je fais une mention spéciale parce que je ne l'ai pas lu le premier tome, mais j'avais quand même envie de lui dire coucou par ici. Le 4 janvier va sortir chez Desaxus le deuxième tome de Belladonna. J'avais envie de le mentionner parce qu'en fait je l'ai d'ores et déjà précommandé, mais c'était une précommande faite avant cette petite résolution de ne pas commander de suite de saga sans avoir lu le tome 1. Donc c'est une petite faiblesse, mais vu qu'il va rejoindre ma wishlist, j'avais quand même envie de, voilà, de dire oh il sort, et du coup bah voilà, je l'ai déjà précommandé, et donc du coup je vais le recevoir. Et honnêtement j'aimerais vraiment beaucoup lire le premier tome de Belladonna, et j'étais censée le lire en octobre, mais avec ma panne lecture c'était un peu compliqué. Donc le premier tome de Belladonna sera très certainement lu en 2024, et sa suite aussi, mais je vous en reparlerai très vite. Je ne vous fais pas de résumé parce qu'il s'agit d'un tome 2 et qu'en plus je n'ai pas lu le tome 1. Le 10 janvier prochain va sortir un space opéra chez Brajlon qui s'appelle La gloire à tout prix de Emily Teich. Je pense que ça se dit comme ça peut-être, je ne sais pas trop. C'est un livre qui me fait très envie. Honnêtement je n'ai lu aucun quasiment roman de space opéra depuis très longtemps, et cette année je crois que j'ai très peu lu de science-fiction, alors que c'est un genre que j'aime énormément. C'est vrai que je me suis beaucoup plus concentrée sur la fantasy honnêtement, et j'aimerais vraiment changer ça en 2024, et ce livre en fait me tente de fou. On va suivre en fait un petit groupe d'humains, c'est les seuls survivants de la planète Terre qui a été complètement détruite par des extraterrestres, qui s'appellent les Majoda, et en fait ces Majoda là sont régis par visiblement une machine toute puissante qui est modeleuse de réalité, et qui a permis du coup à ces créatures de détruire la Terre. Et en fait elle fait partie des rares survivants qui ont du coup embarqué dans leur navette spatiale et dans leur univers, et il s'agit d'une guerrière
guerrière en fait. Sauf que elle veut vraiment se venger, mais c'est pas ce que son commandant va lui ordonner. Son commandant va dire bah non, t'es une femme, donc tu ne vas ne faire qu'engendrer des enfants jusqu'à ce que ton cœur cède en fait et que ton corps n'en puisse plus, parce qu'il faut à peu près pas que notre espèce s'éteindre en fait, sauf qu'elle elle dit bah non en fait. Donc elle va prendre ses propres décisions pour mener à bien sa vengeance, et je crois qu'elle du coup elle va s'allier avec son frère et aussi avec un ami de son frère qui est visiblement un extraterrestre aussi. Donc voilà, et elle va vivre une aventure incroyable. Je ne sais pas si c'est un one shot ou un début de saga, en tout cas il est indiqué comme étant un tome unique parce que il n'y a pas encore de tome supplémentaire qui est sorti, donc à voir. Le 11 janvier prochain, chez De Saxus, va sortir God Killer de Anna Kanner, qui est un roman de fantasy qui me fait très envie. Alors déjà, je trouve que l'objet livre est absolument magnifique. Ils ont fait un truc de fou avec du jaspage et tout, mais bon, ça... c'est un petit détail pour la petite Pie qui est en moi, voilà, qui aime bien les beaux livres. Mais l'histoire aussi a l'air vraiment incroyable. Nous allons suivre en fait Kaisen, qui est une décéide, donc ça veut dire que c'est une tueuse de dieux. En fait, elle déteste les dieux depuis que ils ont tué sa famille, et du coup depuis sa vengeance c'est de tuer des dieux. Elle va rencontrer un jour un dieu qui est amnésique, mais elle ne peut pas le tuer parce qu'en fait la vie de ce dieu est liée à une petite fille et ils ne savent pas exactement pourquoi. Donc elle va se joindre à eux pour essayer de trouver des réponses, et ils vont se rendre dans la cité en ruine de Blenraden afin de trouver les derniers dieux sauvages et d'avoir des réponses à leurs questions. Et je pense qu'il va y avoir toute une quête, en sachant qu'ils vont être poursuivis par des démons qui leur en veulent, etc., etc. Donc je pense que l'univers est vraiment très dense, très riche, qu'on a genre 5 petits % d'une explication d'un livre qui à mon avis est une belle pépite, donc j'ai vraiment très hâte de me le procurer. Le 11 janvier prochain, aux éditions Pocket Jeunesse, va sortir This Time It's Real de Anne Liang, qui est une romance contemporaine qui a l'air absolument choubidoua. Déjà j'adore la couverture, je la trouve trop belle, et la romance a l'air vraiment géniale. C'est le genre de romance que moi personnellement j'aime beaucoup, je suis friande de ce genre de trope en fait, donc je suis très contente de voir sortir ce livre chez PKJ. Elisa a écrit un article sur son petit copain, et c'est un article que tout le monde a aimé, et il donne vraiment envie de croire en l'amour. Et quand on lit en fait ce qu'elle a écrit sur son petit copain, on se dit mais ouais, mais c'est trop beau en fait, l'amour c'est magnifique, c'est incroyable et tout. Et en fait son article a tellement fait le buzz que grâce à ça elle va décrocher un stage dans le magazine de ses rêves, et c'est vraiment un truc de fou. Mais du coup tout le monde la harcèle pour en savoir un petit peu plus sur son petit copain et sur ce garçon qui visuellement est un prince charmant. Sauf qu'en fait, il n'existe pas, Elisa a tout inventé, et du coup, elle se retrouve complètement empêtrée dans ses mensonges. Mais heureusement, Kaz est là pour la sauver. Kaz, c'est un jeune garçon de son lycée qui souhaite en fait devenir acteur, et qui va du coup lui proposer aussi un marché, à savoir qu'ils vont faire semblant de sortir ensemble, et que donc du coup, ils vont multiplier les rendez-vous amoureux, etc., etc. Il va se faire passer pour ce jeune homme parfait, et je pense que du coup, eh bien, il va y avoir une romance entre les deux. Ça me paraît un petit peu évident, mais j'ai trop hâte de voir ça. En tout cas ça a l'air vraiment choubidoua au possible. Toujours le 11 janvier, mais cette fois aux éditions Roncière, qui est une nouvelle maison d'édition qui est sortie il y a quelques semaines maintenant. Ils ont un catalogue qui m'a l'air assez intéressant. Va sortir Enlevé par le destin de Shannon Mayer, qui a l'air d'être du coup une romantasy entre un général vampire et une humaine avec un certain secret. On va suivre du coup Sienna, qui est notre fameuse humaine avec un secret, qui va se livrer d'elle-même aux esclavagistes afin de rentrer en territoire des loups-garous et sauver son meilleur ami. Sauf qu'en fait ça va pas du tout se passer comme elle avait prévu, parce qu'en fait elle va pas du tout être vendue là-bas, elle va être vendue aux vampires, et elle va être forcée de prendre part à des jeux qui s'appellent le jeu de la moisson, et qui est visiblement une joute de séduction un petit peu dangereuse parce qu'il y a des conséquences mortelles. Et de l'autre côté on a Dominique, qui est le fils bâtard du roi et qui est donc le général vampire, et qui n'a qu'un seul objectif, c'est de protéger son petit frère de leur grand frère qui est le prince aîné, et qui est vraiment un tyran en fait, un monstre. Sauf que quand il va rencontrer Sienna, en fait ça va faire des étincelles, et visiblement il va se passer pas mal de choses. Mais j'aime bien en fait cette espèce d'univers de magie avec les vampires, les loups-garous, les humains qui sont visiblement de la chair à canon, j'ai l'impression. Et du coup cette romance qui va visiblement se faire. C'est une saga qui a 4 tomes de ce que j'ai pu voir, donc à voir
si le premier tome pourrait me plaire, mais en tout cas je trouve que le résumé est assez prometteur. Le 24 janvier va sortir chez Hachette Bouche cousue de Maëlle Pau en version poche. C'est un livre qui n'est jamais sorti en grand format, mais Hachette va directement le sortir en version poche, donc c'est vrai que j'ai pas trop compris. Je trouve que la couverture est très belle et je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils le sortent qu'en version poche, mais après bon, c'est mon avis, je pense qu'il y a visiblement des intérêts derrière pour ce qui sort seulement en poche. Notre héroïne vit dans un monde où visiblement à 18 ans, les jeunes femmes sont arrachées à leur famille pour les préparer à leur futur métier. Et comme pour tout le monde en fait, on a choisi le destin de notre héroïne qui va du coup être la confidente de la famille royale, et pour cause, tout le monde pense en fait que elle est muette et qu'elle ne peut pas parler, sauf que ce n'est pas vrai, elle n'est pas muette, elle peut tout à fait parler et révéler des secrets. Donc je pense que l'histoire a l'air assez intéressante. J'aime bien cette notion en fait que l'héroïne a de cacher le fait qu'elle dispose bien de la parole, et je pense que du coup elle va être prise dans des intrigues politiques assez intéressantes, donc j'ai hâte de voir ça. Et le dernier livre au mois de janvier dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Filles du destin, le tome 1 de Kika Atsopoulou qui va sortir le 26 janvier chez La Martinière, qui a l'air assez intéressant comme livre. En fait on va être à Atlante où il y a une cohabitation entre les humains et les héritiers des dieux, mais les enfants héritiers des dieux en fait sont minoritaires et donc du coup sont très mal perçus par les humains, ils sont un peu les rebuts de la société, ce que je trouve plutôt pas mal parce qu'en fait normalement c'est souvent l'inverse, c'est souvent les humains qui sont les rebuts de la société, etc. Donc là c'est l'inverse. Et notre héroïne qui s'appelle Yo est la descendante de l'une des déesses du destin, et en fait elle arrive à voir les fils de vie de chacun, et du coup elle utilise ses pouvoirs pour mener des enquêtes en fait, parce que du coup elle voit en fait les fils du destin de chacun, jusqu'au jour où elle va assister à un meurtre, et en fait ce meurtre a été perpétré par quelqu'un qui visiblement a son fil de destin qui a été coupé, donc ça veut dire que cette personne est censée être morte, donc du coup c'est complètement impossible, elle ne comprend pas d'ailleurs comment cela peut arriver, et du coup elle va mener l'enquête, et je trouve que le côté enquête dans cette espèce d'univers un peu paranormal me fait un tout petit peu, alors je dis bien un tout petit peu, penser à Crescent City, et c'est vrai que ça titille ma curiosité, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Nous allons passer au mois de février, qui est le mois que j'attends avec le plus d'impatience, mais genre vraiment vraiment vraiment. Déjà c'est là où j'ai noté le plus de sorties littéraires, mais c'est surtout le mois où il y a vraiment des sorties de malades et qui m'intéressent énormément, qui sont les sorties vraiment qui sont dans le haut de ma wishlist, mais comme jamais, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Le premier livre que j'ai noté, il s'agit du tome 3 de Crescent City de Sarah J. Maas qui va sortir le 1er février, et je suis trop contente, trop excitée, j'ai trop hâte, vraiment trop hâte. Étant donné la fin du tome 2 qui a été absolument incroyable, je me dis que le tome 3 va être fou furieux, un truc de malade, donc j'ai vraiment trop hâte de le lire et de me plonger dans ce livre là, enfin franchement ça va être un truc de fou, donc c'est vraiment la sortie que j'attendais avec le plus d'impatience, et je suis trop contente que du coup ils sortent à quelques jours d'intervalle avec la sortie VO. En fait je trouve ça vraiment génial de la part de De Saxus d'avoir fait ça, parce que c'est un livre qui est vraiment très attendu par les fans, dont moi. Donc vraiment je suis trop contente. Je ne vous fais pas le résumé parce qu'il s'agit d'un tome 3, je peux simplement vous dire que c'est vraiment une saga pépite, mais je vous invite à la lire et à vous faire votre propre opinion, je suis sûre que vous allez vraiment grandement l'apprécier. Toujours le 1er février va sortir chez De Saxus l'encyclopédie féerique d'Emily Wild, qui est écrit par Heather Fawcett, qui est donc un premier tome et qui m'a l'air vraiment très sympathique. Alors je sais pas si c'est vraiment le terme qu'on peut employer pour ce livre, mais j'ai la sensation que c'est un livre de cozy fantasy, alors peut-être que je me trompe totalement, mais j'ai l'impression que c'est un univers assez doudou, où il n'y a pas forcément énormément d'aventures ou de dangers, et que on va plus suivre en fait une passionnée de botanique et aussi visiblement de dryadologie, je ne sais pas ce que c'est, et en fait son souhait et son rêve en tant que chercheuse universitaire, c'est d'écrire la première encyclopédie féerique qui n'a jamais été écrite, donc c'est vraiment ce qu'elle souhaite. Mais Emily Wild, c'est une chercheuse qui est un petit peu grincheuse, elle a un petit peu son petit caractère quand même, et un jour elle va du coup se décider à partir dans le village nordique de Hafrensvik, je sais pas si je le dis bien, j'ai l'impression d'éternuer quand je le dis, mais bon voilà, où elle veut en fait étudier les recluses, qui sont censées être les fées les plus dangereuses et les plus rares au monde, et sauf qu'elle va se rendre compte déjà qu'elles sont vraiment
assez furibonde, hein, ces faits-là, c'est un peu compliqué pour elle. Mais surtout, elle va devoir faire équipe avec un autre professeur qui est son rival, qui est le professeur Wendell Bumblebee, qui est soi-disant venu l'aider dans ses recherches. Sauf qu'il sème plus la pagaille qu'autre chose et il semble assez maladroit. Quand on lit le début du résumé, il y a marqué que elle ne pense qu'au travail et lui au contraire il aime coudre au coin du feu. Donc vous voyez, je trouve que c'est assez atypique comme livre. Donc franchement j'ai hâte de me faire mon avis. Ça a l'air assez doudou, mais peut-être encore une fois que je me trompe. Toujours le 1er février, chez Pocket Jeunesse va sortir Siev Gambi de Cavion Lewis. Désolée pour mon accent anglais pitoyable, vous avez l'habitude maintenant je pense, n'est-ce pas? On va suivre Ross, qui est une jeune femme qui provient d'une famille de voleurs de génération en génération. Sauf que du coup elle a d'autres projets, elle rêve elle de s'enfuir et de mener une vie totalement normale et paisible, d'aller à la fac, de se faire des amis. Enfin elle veut vraiment pas de cet héritage de voleur. Et d'ailleurs elle n'est même pas intéressée par le prestigieux trophée, hein, avec un T majuscule visiblement, qui réunit en fait les jeunes voleurs les plus talentueux de sa génération et pour lequel elle a été sélectionnée. Et du coup elle veut tourner le dos à ça, sauf que sa mère va être kidnappée en fait et il va y avoir une rançon pour que sa mère puisse lui être rendue, sauf qu'elle n'a pas d'argent. Donc elle va participer au fameux tournoi du trophée afin de le remporter et de gagner de l'argent. Voilà. Ça a l'air assez sympa, mais j'ai l'impression que Pocket Jeunesse se lance vraiment dans une ligne assez plus dans les jeux, un peu les trucs de détective, un peu style un peu Sherlock Holmes mais version young adulte. Mais je trouve ça quand même assez intéressant. Pour le moment je ne suis pas du tout lassée de ce style là, mais vu que Inheritance Game a bien marché, j'ai l'impression que du coup il se lance vraiment dans les livres du même genre. Mais bon, à voir. Toujours le 1er janvier va sortir chez Collection R un livre qui s'appelle Le Chant des Sirènes de Amy Goldsmith, que j'ai vu passer sur Booknode et j'étais très surprise parce que j'ai pas du tout vu d'annonce par rapport à ce livre là et j'ai été assez interloquée parce que la couverture est très jolie je trouve et je me suis dit waouh ça a l'air super sympa. J'ai lu le résumé, je me dis ouais ça a l'air vraiment très sympa quand même, hein. Liv est une jeune femme qui a énormément de chance parce qu'elle a réussi à obtenir une bourse qui lui permet de voyager dans le monde entier à bord de Léos, qui est un luxueux navire de croisière en fait, et en plus elle est accompagnée de son meilleur ami, ce qu'elle trouve vraiment génial parce que leurs liens sont un petit peu distendus et elle aimerait en fait qu'ils se rapprochent à nouveau. Sauf que Liv elle se sent pas vraiment à son aise parce qu'elle a eu une bourse et en fait elle est entourée du coup de jeunes personnes de son âge qui sont très aisées ou alors d'un groupe d'influenceurs qui se font appeler les sirènes et elle est pas à l'aise en fait, elle se sent pas à sa place. Surtout que Will, son meilleur ami, va brusquement disparaître et là suivi de plus en plus d'autres disparitions de gens de son groupe. Et du coup elle va se lancer dans une enquête en se demandant où est passé son meilleur ami et surtout où sont passés les autres et qu'est-ce qui provoque en fait ces disparitions. Donc c'est assez mystérieux et je sais pas du coup si c'est un roman de fantasy, pas de fantasy, est-ce que c'est juste une enquête ou pas, mais en tout cas ça m'intrigue assez pour que je le mette du coup dans ma wish. Toujours le 1er janvier va sortir chez les éditions Olympe, donc nouvelle maison d'édition aussi qui appartient au groupe Gallimard, Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda, qui a l'air d'être un one shot assez original, assez atypique aussi et je trouve assez dans la même lignée finalement que leur premier livre qui est sorti en octobre dernier. Alba a été bannie par les génies sur Terre parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains et après des siècles et des siècles d'errance, elle a finalement trouvé un refuge et une famille sur l'archipel d'Hibernia. C'est en gros l'ancienne Irlande et les habitants en fait de cette terre voient Lady Whitmore, donc c'est elle, c'est Alba, ils l'appellent comme ça parce qu'en fait elle a les yeux gris. Ils la voient comme la gardienne de leur île en fait et de ces derniers endroits utopiques en fait sur Terre parce que visiblement la mer grignote de plus en plus les terres en fait et donc du coup la terre se fait de plus en plus rare et cette petite archipel d'Hibernia en fait est du coup protégée et je pense que Alba n'y est pas pour rien. Sauf que l'archipel voisin commence assez à être jaloux en fait de cette verdoyante archipel qui semble visiblement être bien gardée et où tout se passe bien et tout est utopique et ils vont envoyer sur place un émissaire qui s'appelle Lethan, qui est visiblement aussi séduisant que détestable bien sûr, et du coup lui il a une mission en allant sur Hibernia, c'est de percer le secret en fait de la richesse d'Hibernia afin de rapporter ça au conseil qui l'a envoyé à Hibernia et du coup de faire de même en fait tout simplement. Donc j'ai
très hâte de voir ce que ça peut donner, ça me plaît beaucoup sur le papier. On avance un petit peu dans les dates et là on va arriver au 7 février où va sortir chez les éditions Bookmark, enfin j'ai envie de dire Lost Kingdom parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent en fait quand ils font des sorties en librairie. Le premier tome d'une saga qui s'appelle Dark Fairy Tale, la malédiction des roses de K.F. Breene et qui est en fait une réécriture du conte de La Belle et la Bête mais version un petit peu plus dark. Alors c'est pas une dark romance hein, de ce que j'ai vu, c'est juste que c'est un tout petit peu plus sombre. C'est dans un univers qui est de fantasy, qui est juste un petit peu plus violent je pense. En fait il va y avoir une bête qui hante la forêt interdite et qui est le pire cauchemar de notre héroïne. Cette bête est appelée le prince dragon, donc je trouve ça assez prometteur. Et afin de sauver sa famille qui est victime d'une malédiction, elle va être obligée d'aller sur les terres de la bête. C'est pas la première fois qu'elle le fait parce que elle en est toujours ressortie en fait, mais elle a quand même très peur d'y aller à chaque fois. Mais cette fois ça va être différente parce qu'elle va devenir la captive de la bête qui va la trouver en fait. Et du coup voilà un petit peu le pitch, donc vous voyez que c'est une réécriture de La Belle et la Bête mais dans un univers assez différent. Le 7 février va aussi sortir Le Chant des Voiles de Tiff. Alors c'est un livre qui va être édité normalement l'année d'après en 2025 je crois, hein, je crois que c'est ce qu'elle a dit, ou fin 2024. Mais en fait elle a lancé une campagne sur Ulule en septembre je dirais. Qui a duré un mois, campagne où j'ai participé parce que Tiff en fait moi je l'ai connue sur Skyblog à l'époque, bonjour mamie, et en fait je l'ai connue quand elle écrivait Le Chant des Voiles et moi j'avais lu une grosse partie de l'histoire jusqu'à ce qu'elle arrête sur Skyblog et j'avais trop aimé et vraiment j'attendais avec impatience que son prochain livre ce soit Le Chant des Voiles. Donc de savoir que là elle a fait une campagne Ulule pour elle le sortir, bah forcément j'ai participé et je crois que si vous n'avez pas participé à la campagne Ulule vous ne pouvez pas l'avoir, mais vu qu'il va sortir de toute façon chez une maison d'édition d'ici un an ou un an et demi, bon voilà faut juste attendre un petit peu. Je vais pas trop parler de cette sortie parce que c'est un peu dommage étant donné que vous pouvez plus participer à la campagne Ulule, mais grosso modo c'est une fantaisie maritime, voilà, c'est un one shot et j'ai très hâte de relire la partie que j'avais lue et de terminer ce livre. À l'époque j'avais énormément aimé, après j'étais très jeune quand je l'avais lu, je sais pas, je devais avoir peut-être 15 ans, mais c'était vraiment super, c'est très bien écrit, ça je m'en souviens. Et j'ai très hâte de le recevoir parce qu'en plus on a débloqué plein de trucs, donc ça va être une box de fou, donc je vous donne rendez-vous dans le book mail du mois de février parce que je pense que ça pourrait être très sympa. Toujours le 7 février va sortir chez Stardust Dominion, le tome 1, L'ombre de la couronne de Abigail Owen, où nous allons suivre notre héroïne qui est la jumelle de la princesse héritière. En fait elle est née en deuxième et du fait qu'elle soit née en deuxième, eh bien on lui a attitré le titre de doublure en fait si vous voulez. Donc ça veut dire que dès que la princesse a un danger qui pèse sur elle, eh bien elle va prendre le rôle de la princesse. Donc sa vie en fait est constamment fait de danger en fait, hein, clairement. Et en fait un jour leur mère va mourir et donc du coup la veille du couronnement, eh bien le prince Eidolon va la demander en mariage. Sauf que du coup avec cette demande en mariage un peu chelou qui arrive à la dernière minute, notre héroïne elle va pas trop sentir le truc et elle va lui dire écoute, le jour du couronnement laisse-moi prendre ta place parce que je sens pas le truc et je pense que tu vas peut-être être en danger. Et sa soeur jumelle dit ok, donc du coup c'est notre héroïne qui va au couronnement, sauf que elle va être kidnappé par le fameux prince qui a fait sa demande en mariage. Donc lui il va être persuadé d'avoir la bonne princesse, enfin la seule héritière de la couronne, sauf que pas du tout bien sûr. Et du coup notre héroïne va essayer de s'échapper de ce fameux roi et je pense que du coup il va sûrement y avoir une romance. Visiblement c'est un personnage sombre et mystérieux qui est bourré d'ombre, donc à voir ce que ça peut donner, mais ça a l'air assez sympa. Le 7 février, une autre sortie très attendue par tout le monde je pense. Il s'agit de Fourth Wing de Rebecca Yarros. C'est cette fantasy qui est sortie cette année en anglais en fait et qui a fait énormément parler d'elle et que tout le monde a aimé, tout le monde a apprécié, tout le monde a dit que c'était un truc de fou. C'est vraiment le nouveau livre de fantasy dont tout le monde parle et qui est absolument extraordinaire. Donc bien évidemment que j'ai envie de me le procurer et de me faire mon avis sur cette petite brique. C'est je crois le deuxième livre que j'attends avec le plus d'impatience, Crescent City, et ensuite c'est Fourth Wing.
Donc je suis vraiment très contente qu'il soit traduit honnêtement. C'est une histoire en plus avec des dragons, donc ça a l'air absolument fantastique. Rien ne prédestinait Violette, notre héroïne, à devenir une cavalière. Donc quand je dis cavalière, c'est monteuse de dragons, hein, qu'on s'entende bien sur ça. Elle était censée intégrer le quadrant des scribes en fait, parce que elle a des os qui sont très sensibles et qui se cassent très facilement. Donc elle était censée mener une vie vraiment pépère et tranquillou quoi. Sauf que sa mère en fait est générale et en fait elle lui a donné l'ordre de devenir cavalière, donc elle va pas forcément avoir le choix en fait, hein, très clairement. Et elle va rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière, qui est donc l'élite, si j'ai bien compris. Sauf que elle se dit que elle est trop dans le caca en fait, parce que les dragons ils veulent pas se lier aux humains qui sont faibles, et elle qui a des os qui se cassent hyper facilement et qui est très sensible, elle se dit qu'en fait elle va se faire brûler par les dragons, parce que les humains faibles en fait ils les tuent, les dragons ils ont pas de temps à perdre quoi. Sauf que elle est peut-être certes la candidate la moins forte, mais elle est certainement la plus rusée, et du coup elle va tout faire pour essayer de gagner, parce qu'en fait il n'y a que deux choix possibles: soit vous remportez les épreuves et vous devenez cavalière, soit vous mourrez. Donc elle va pas vraiment avoir le choix, et j'ai trop hâte de lire ce livre, il a l'air incroyable. Le 8 février chez Slalom va sortir le nouveau livre de Maïwenn Alix qui s'appelle Noblesse oblige, qui va mettre en avant la noblesse devant la télé-réalité. En fait on est dans une dimension parallèle où la révolution de 89 n'a jamais abouti, et où actuellement en fait c'est le roi Louis XXI qui est notre roi, et pour satisfaire le peuple, eh bien il a décidé de lancer une émission de télé-réalité où on voit du coup la vie de la noblesse en fait, et cette émission de télé-réalité s'appelle donc Noblesse oblige, où clairement c'est vraiment l'émission de télé-réalité la plus suivie en fait en France, qui est la plus appréciée, et chaque année en fait on va suivre une poignée de roturières qui a été élue en fait, à qui on offre la chance de rencontrer de grands héritiers afin de faire un mariage assez avantageux pour eux. Gabrielle, qui est anti-royaliste à mort, apprend qu'elle a été sélectionnée pour faire partie de cette émission de télé-réalité, et elle se dit que c'est un bon moyen d'infiltrer en fait la monarchie et l'aristocratie afin d'en apprendre le plus possible, et du coup de révéler ensuite tout ce qu'elle a appris et bien au peuple, afin d'ouvrir et d'éveiller les consciences. Sauf qu'elle va vraiment se rendre compte qu'elle va prendre des choses vraiment incroyables. Donc vraiment ce livre a l'air génialissime, j'aime beaucoup l'idée. Je trouve que ce livre là a un petit côté La Sélection de Kirakas, qui était sorti chez Collection R, mais version revisitée en France, etc., etc. Donc je trouve que l'idée est plutôt sympa, et du coup j'ai hâte de lire ça. Le 8 février prochain va aussi sortir Les Héritiers de Feu et de Sang de Inès Eck et Émilie Jurius. Je sais pas chez quelle maison d'édition ça sort, parce que je reconnais pas du tout le logo, donc si vous le reconnaissez dites-le moi, mais ça a l'air d'être une romantasy vraiment très sympa, qui est très prometteuse. On va suivre une vampire et un dragon, et leur lien va en fait, leur destin va s'entrelacer hein, visiblement. C'est un monde où les créatures surnaturelles vivent sur la planète bleue au sein de royaumes bien séparés, et malheureusement les vampires et les dragons vont se retrouver confrontés à une menace qui met en péril du coup leur communauté. Aubrière, qui est l'héritière vampire qui est très réputée pour sa froideur en fait, va chercher du coup le soutien du prince héritier des dragons qui s'appelle As, et elle se dit que s'ils font une alliance en fait peut-être qu'à eux deux ils vont pouvoir rompre cette menace et sauver leur communauté. Sauf que les deux ont un caractère assez trempé en fait, et du coup je pense que ça va être une rivalité voilà, une romantésie avec une rivalité qui va se transformer en amour, etc. Donc j'ai hâte de voir ça, et j'aime bien l'idée en fait qu'on va suivre une vampire et un dragon. En fait je trouve ça assez cool, donc à voir ce que ça peut donner sur le papier, mais ça me plaît bien. Et le dernier roman au mois de février dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Au plus profond de la forêt de Holly Black, qui va sortir le 14 février prochain. À Solclair, les humains et les faillés coexistent, et au plus profond de leur forêt en fait se trouve un cercueil en verre où il y a un garçon qui a des cornes et des oreilles pointues, qui est assoupi depuis des années et des années et des années. Hazel et Ben, qui sont frères et sœurs, étaient tous les deux amoureux de lui en fait quand ils étaient enfants. Mais un jour, ce mystérieux jeune homme qui est dans le cercueil en verre va se réveiller, et là le monde va complètement basculer, et visiblement il va y avoir une menace qui va peser sur Solclair, et du coup Hazel va essayer de contrer cette menace, j'ai l'impression. Donc ça a l'air assez mystérieux, et j'aime bien en fait voilà
le résumé en dit pas trop, mais ça titille quand même la curiosité, donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu le nouveau Holly Black, ce qu'il va donner. Nous allons continuer du coup avec le mois de février. J'ai 8 livres à vous présenter pour ce mois-ci et vous allez voir que c'est vraiment le mois que je considérerais comme les suites de saga. C'est là où il y a plein de suites de saga qui arrivent, c'est assez amusant en fait. Le premier livre dont j'aimerais vous parler va sortir le 6 mars. Il s'agit de La fortune sourit aux acharnés de Kyle Carpenter qui va sortir aux éditions Lost Kingdom, donc bookmark mais version librairie. Et nous allons suivre Queen qui est une ancienne esclave et qui est vraiment déterminée en fait à se venger de ceux qui l'ont blessée et qui lui ont fait du mal. Elle est qualifiée de féroce, d'indépendante et vraiment de très déterminée. Elle a aussi un pouvoir en elle visiblement fait d'obscurité qui ne l'effraie absolument pas, au contraire elle en a vraiment besoin pour survivre. Et de l'autre côté on a Lazarus qui est un homme de richesse et très influent en fait, qui est considéré comme étant très têtu et exigeant. Et quand il rencontre Queen, il reconnaît en elle la magie qu'elle détient et qu'il recherche vraiment depuis très longtemps. Et il sait qu'avec elle à ses côtés, en fait, il pourra vraiment aller au bout de ses ambitions et obtenir clairement ce qu'il désire depuis très longtemps. Donc il se dit qu'elle pourrait vraiment l'aider à aller jusqu'à son objectif ou alors complètement le détruire, sauf qu'il va pas se douter une seule seconde qu'elle va faire les deux. Voilà, donc je pense que ça promet comme romantasy, ça a l'air vraiment très sympa. En tout cas j'ai hâte de le découvrir cet univers. Le 7 mars va sortir Runeborn de Ariel Holz aux éditions Gulfstream, dans une très belle édition de ce que j'ai pu voir, une édition reliée hein, visiblement. Donc ça promet un très bel objet livre. Et en fait on va là s'inspirer clairement des mythes nordiques puisque le Ragnarok est arrivé et Odin en fait, le père de tout, a lancé en fait une bénédiction, une prophétie j'ai envie de dire, en disant que chaque personne qui naîtrait avec des runes posséderait un peu de l'essence d'un dieu, sauf qu'en fait 300 ans après le Ragnarok, et ben ce mythe là, cette prophétie s'est perdue et nous avons du coup Tyr qui va naître avec une rune sur lui sans vraiment connaître son héritage ni vraiment savoir ce qu'est cette marque qu'il a sur le corps. Et un jour il y a une prêtresse qui va organiser un rite de passage et du coup il va comprendre l'étendue de ses pouvoirs, lui et deux autres de ses amis, à savoir qu'ils sont les porteurs de pouvoir d'une divinité en fait et qu'il y en a 24 à réunir. Et pour ça du coup il va devoir bien convaincre les autres Runeborn, donc ceux qui sont nés avec des runes en fait, de l'accompagner et de se réunir, enfin voilà, donc du coup c'est un peu une quête et ça a l'air assez sympa. Je ne sais pas combien il y a de tomes de prévus, mais je pense que c'est pas un one shot étant donné l'étendue de la quête à avoir clairement. Le 13 mars va sortir le troisième et dernier tome de la saga The Prison Healer de Lynette Noni, saga du coup où je suis complètement à jour. J'attends du coup ce troisième tome. Autant j'avais beaucoup aimé le premier tome, autant le tome 2 a été une petite déception. Je m'attendais quand même à beaucoup mieux et en fait le fait que ça soit plus du tout au huis clos dans cette prison, en fait dans la prison de Zalindov où tout se passait dans le tome 1, bah en fait ça m'a un petit peu perdue et j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose honnêtement. Mais le tome 3, étant donné la fin du tome 2, semble assez prometteur, donc j'ai quand même de bonnes espérances pour ce troisième tome, à voir du coup ce qu'il en sera, mais ouais ça me paraît plutôt pas mal. Je ne vous fais pas du coup de résumé puisqu'il s'agit d'un tome 3, je vous laisse du coup découvrir le tome 1 si jamais vous êtes curieux de cette saga qui, comme je vous l'ai dit, j'ai un avis pour le moment assez mitigé. J'ai adoré le tome 1 mais le tome 2 a été une déception, donc voilà. Le 13 mars va sortir Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Johnson, le tome 3 chez Brajlon. Je vous l'ai dit hein, vraiment cette année 2024 est faite pour Daniel L. Johnson parce que c'est pas le seul livre qui va sortir chez Brajlon, mais bon on y reviendra bien plus tard dans l'année. Là du coup c'est le tome 3 où nous allons suivre deux nouveaux personnages que l'on voit dans le tome 2 et je suis alors je suis contente de continuer ma lecture du Pont des Tempêtes, mais je suis très déçue en fait de passer à autre chose et de suivre de nouveaux personnages parce que j'aime énormément Lara et Aren. Donc bien sûr je vais lire ces tomes 3, mais le fait de savoir qu'on va changer les points de vue et qu'on va suivre de nouveaux personnages, même si on les a vus dans le tome 2, ils étaient quand même assez secondaires hein, clairement, je suis un peu mitigée, mais bon je vais quand même laisser la chance à cette saga parce que les deux premiers tomes étaient vraiment des pépites, donc je me dis que le tome 3, ça se trouve je vais vraiment tout autant aimer, donc voilà. Mais voilà, j'ai ce petit regret de savoir qu'on va pas suivre Lara et Aren et que ça va être sur une autre histoire d'amour.
mais bon. Le 13 mars aussi va sortir le tome 2 de 6 couronnes écarlates qui s'appelle La promesse du dragon de Elisabeth Lim chez Rajo. C'est un tome 2 donc je ne vous fais aucun résumé de cette suite de saga. Pour autant j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, c'est en fait une fantaisie asiatique, c'était très poétique, c'est très beau, avec une malédiction, ça faisait un peu un conte de fées mélangé à un Ghibli et vraiment le premier tome a été une très très bonne lecture. Donc je suis contente en fait de pouvoir découvrir la suite et fin de cette saga. Après je sais qu'il y a d'autres tomes je crois, mais c'est des one shot ou c'est dans le même univers mais ça n'a rien à voir avec l'histoire de base et je suis assez curieuse de savoir comment ça va se terminer et de resuivre à nouveau les aventures de Shiori. En tout cas c'était plutôt une bonne lecture donc très contente d'avoir cette suite au mois de mars. Toujours en suite de saga, je vous l'ai dit c'est vraiment le mois des suites de saga. Nous allons avoir le 14 mars le tome 2 de Ces promesses maudites de Lexi Ryan. Ces promesses maudites qui est donc du coup une romantaisie entre disons un monde d'humains et de fae hein. Et j'avais bien aimé le premier tome, je l'ai lu au mois de septembre d'ailleurs donc ça date d'il n'y a pas très longtemps. J'avais bien aimé le premier tome mais je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de ressemblances à Cotard et une certaine influence au niveau des personnages mais je suis quand même curieuse de découvrir la suite, voir où l'autrice va aller et qu'est-ce qu'elle a décidé pour ses personnages aussi. Donc voilà, je le mets dans ma wishlist et je le lirai très certainement, j'espère en 2024. Le 20 mars va sortir le tome 3 de Season dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo, à savoir Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. C'est le troisième et avant-dernier tome du coup de cette saga qui va se passer du coup durant la saison du printemps, je pense que c'est assez évident. Là pour le coup on va suivre Nolia qui est une fleuriste fauchée, elle est vraiment en manque d'argent beaucoup et du coup elle décide de se tourner vers sa famille pour régler ses dettes financières. Sa famille va lui donner de l'argent à condition que elle épouse son ex qui est complètement toxique et dont elle ne veut plus jamais avoir affaire. Et en fait pour contrer en fait la demande de sa famille, elle va dire c'est pas possible, je suis déjà fiancée en fait. Et le fiancé en question s'appelle Camille, donc oui il porte mon prénom mais c'est un prénom mixte hein, ne l'oublions pas, qui est donc fondateur d'une application d'escorting et c'est son faux fiancé. Il est milliardaire, à la réputation de playboy etc. Et lui en fait il a une très mauvaise image auprès de la presse à scandale parce qu'en fait il arrête pas d'enchaîner les filles, il fait pas des trucs louches mais disons qu'en fait sa réputation le précède au point d'ailleurs qu'au niveau de sa société ça se fasse ressentir parce que le fait qu'il ait une mauvaise image auprès des autres et de la presse notamment, sa société en fait est en train de chuter complètement. Donc du coup pour redorer son blason, il décide aussi de se fiancer faussement du coup à notre amie Nolia. Ils vont se promettre bien évidemment de ne jamais tomber amoureux mais on connaît tous et toutes ce genre de troupe, hein, bien sûr qu'ils vont tomber amoureux et on a tous hâte de voir ça. Et enfin le dernier livre dont j'aimerais vous parler qui va sortir au mois de mars, le 28 pour être précis, c'est le tome 2 de The Five Crowns de A.K. Mulford qui va s'appeler L'épée des sorciers, cette fois qui a une couverture bleue. Là nous allons suivre en fait un autre personnage qui s'appelle Roi Dora et qui va s'infiltrer en fait dans la cour du Nord et faire une alliance avec le jeune et cruel roi du Nord qu'on entreaperçoit en fait dans le tome 1. En fait c'est vraiment des personnages qu'on aperçoit, qui sont secondaires et qui font un petit passage éclair dans le tome 1 et là du coup je pense qu'il va y avoir une romance entre Roi Dora et du coup ce prince, ce jeune roi du Nord. Donc à voir ce que ça peut donner mais j'avais bien aimé le tome 1 bien que la romance soit très rapide, à voir ce que peut du coup donner le tome 2. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie, que vous avez fait potentiellement des découvertes. N'hésitez pas vous à me dire quels sont les titres que vous attendez avec la plus grande impatience en 2024. Je suis toujours à l'affût de faire des découvertes au niveau des titres, donc surtout lâchez vraiment tous les titres qui vous font envie, comme ça je rajouterai ça dans ma wishlist si je vois que ça peut un peu me tenter aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite comme toujours de très belles lectures ainsi que de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.